Bonjour, je suis avec Alex et Adrien et aujourd'hui nous allons parler de Shoot 'em Up. Bienvenue dans Extra Life. Alors, le Shoot 'em Up, alors pourquoi vous êtes là, on va expliquer un petit peu. Alors déjà, toi Alex, parce qu'il y a un truc qui m'avait marqué à l'époque quand je t'avais rencontré à Game One, c'était un petit documentaire, je me rappelle plus s'il était dans le cadre en fait de Mémoire vive ou pas, et qui était consacré à l'histoire des Shoot 'em Up. Ouais. Et j'avais été bien impressionné par le sujet. Merci Thierry, c'est gentil. Et donc du coup, est-ce que tu peux très brièvement nous dire un petit peu le shoot, toi, qui t'a marqué, ton premier contact avec le genre? Alors, mes premiers contacts avec le genre, je pense que ça devait être des shoot 'em up sur Amstrad CPC, mais c'est pas ceux qui m'ont... Le premier qui m'a vraiment marqué, qui m'a plu énormément, c'était Nemesis 2 sur MSX, qui était donc un dérivé de Gradius. Ça me fait plaisir. Ouais, une adaptation de Gradius, quoi, donc avec le système des armes qui évolue. Et c'est la première fois que j'ai joué à un shoot japonais avec la jouabilité à la japonaise, et c'était une claque, quoi. Et après, j'ai découvert Gradius 2 en arcade un an plus tard, et il m'a rendu fou, ce jeu. C'était trop beau. Adrien, donc toi, les spectateurs de No Life te connaissent tout simplement parce que tu as participé à pas mal de Superplay. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler, alors déjà un petit peu de ces Superplay, mais également de toi, ton premier contact avec le Shoot 'em Up, il remonte à combien de temps? C'était sur quelle machine? C'était quel jeu? Eh ben, pour tout avouer, j'ai commencé assez tard en fait. J'ai dû commencer en 2004, il me semble. Via l'émulation, tout bêtement, hein, les classiques, Gradius, Parodius, tout ça, et j'ai trouvé ça très sympa. Et ensuite, mon premier vrai jeu qui m'a fait aimer en fait le Shoot 'em Up, c'était quand je suis allé au Japon. C'était à l'époque, il y avait Galuda, voilà, S Galuda qui était sorti. Et voir des mecs au milieu d'un flot de boulettes comme ça, réussir à survivre, ça m'a vraiment impressionné. Et donc je me suis dit, je veux faire la même chose. Donc je me suis lancé donc dans les caves. Je suis vraiment un gros fan de caves. Et très rapidement, je me suis mis à scorer tout ça, et c'est pour ça donc que j'ai fait quelques émissions Superplay. Voilà. Est-ce que tu peux nous reciter un petit peu les jeux justement que tu as fait dans les Superplay? Là, j'ai fait Mushi Mesama 1, et puis donc le Futali en Black Label God Mode. Tu as fait aussi Mushi Mesama en jouant les deux vaisseaux en même temps. J'ai fait un petit bonus, la double play qui est très peu répandue en shoot. Il arrive à séparer son cerveau en deux et à contrôler les deux vaisseaux. Ça existe. Alors du coup, moi, mon premier contact, c'était avec, je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu, c'était River Raid, qui était un vieux jeu sur MSX. C'était ma première machine, le MSX. Donc c'était un shoot 'em up avec des cassettes. Et il est clair que moi, mon premier choc, c'était également sur MSX, c'était la série des Nemesis, donc des Gradius de Konami. Et là, ça a été... la musique. J'ai passé un temps fou sur ces jeux, avec ma sœur à jouer, etc. C'était magnifique. Est-ce que ta sœur appuyait sur la touche N pour te faire mettre les armes? Parce que quand on tient la manette... Je lui disais exactement ce que je voulais, etc. Et donc c'est elle qui appuyait. Moi, j'étais concentré sur les patterns. En fait, tu jouais avec un joystick ou une manette, et pour valider l'option, c'est-à-dire pour prendre l'arme, tu sais, t'as des grades, et il fallait appuyer sur la touche N du clavier. Donc moi, je jouais avec mon orteil, en fait. Et si ma sœur était là, pareil, je lui demandais, je faisais N, puis elle appuyait, et ça l'embêtait profondément. Ensuite, je faisais l'inverse aussi. C'est elle qui jouait, et puis c'est moi qui appuyais pour sélectionner les options. Non, quand même. Et donc du coup, c'est vrai que le shoot 'em up, ensuite, moi, ça a été, donc il y a eu le MSX, mais après, ça a été la grosse claque sur l'Amiga, donc avec les Battle Squadron, avec les SWIV, avec Agony, etc. Tous ces jeux-là, qui étaient en fait des adaptations ou des versions un petit peu remasterisées, copiées, on va dire, des grands classiques de l'arcade, comme les Nemesis, les R-Type, etc. Donc, comment est-ce que vous voyez, vous, un petit peu l'évolution de ce genre qui clairement a eu le shoot 'em up? C'était très important il y a quelques années, et ensuite ça a commencé à se tasser. C'est vrai qu'il y avait l'arcade avec les gens qui faisaient des véritables démonstrations, etc. Donc à un moment donné, ça s'est un peu cantonné à l'arcade. Ensuite, il y a des adaptations qui sont de plus en plus rares, qui ne fonctionnaient pas vraiment. On va dire que ça a été remplacé un petit peu par le FPS, en fait, le shoot 'em up. Vous pensez Moi, déjà, je vois une évolution. C'est qu'au début, quasiment tous les shoot 'em up étaient des shoot 'em up où on dirige un vaisseau dans l'espace, et plus ça va, plus c'est fantaisiste. Il commençait à y avoir Parodius, on dirigeait un cochon, maintenant on dirige des insectes ou des choses, ou des gens avec des ailes. Plus ça va, plus c'est abstrait. Ça, on peut remarquer ça, même si on peut encore trouver des shoot 'em up, les derniers Dononpachi, où on contrôle encore un vaisseau qui dégomme d'autres vaisseaux. Ça, je pense que c'est une première évolution. Ensuite, l'évolution, c'est un peu la radicalisation du genre. Il ne faut pas oublier qu'on parle vraiment de old school et maintenant donc de Manic ou de Danmaku.
Quel est le premier Danmaku? Ça, c'est l'éternelle question. Un certain disent que c'est Batsugan, tout ça. Donc Danmaku en japonais, ça veut dire rideau de balles, texto. Ouais. Et c'est comme ça que les Japonais appellent ce que nous, Européens, appelons les manic shooters. Ouais. Donc c'est ces jeux que AM affectionne, où l'écran se remplit de balles ennemies et il faut slalomer quand même à la vie. Voilà, et donc vraiment, on a assisté, comme j'ai dit, à une radicalisation de ce genre, avec toujours plus de boulettes, toujours moins d'espace pour passer. Donc bien sûr, on réduit à chaque fois la hitbox, enfin le masque de collision. Ouais. Il y a des gens à qui ça plaît, et d'autres à qui ça plaît pas trop. Ouais, il y a des réfractaires, enfin des gens qui aiment toujours le shmup old school, pardon. Ouais. Et malheureusement, il y en a plus des masses actuellement. Peut-être qu'on peut dire que, toi, quand tu joues un shoot'em up, t'es vachement attiré par le challenge. Tu le disais, j'ai vu les gens faire ça, j'ai envie de faire autant. Voilà. Le challenge est toujours plus important. Et toi, tu disais, oui, ça a été remplacé par le FPS. Peut-être qu'il y avait une partie des gens qui jouaient au shoot'em up à l'époque, qui jouaient pas pour faire un score, mais parce qu'ils avaient l'impression de vivre une aventure. Dans Nemesis, je vais aller au bout parce que j'ai plein d'ennemis, et j'ai l'impression d'être dans Star Wars. Tu voulais voir le dernier niveau, tu voulais voir les boss, etc. Et c'est vrai que ça, avec le bullet test, ça a évolué. Et il y a également, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui du shoot'em up? C'est qu'en fait, fin 2010, début 2011, il y a eu pas mal de titres qui sont sortis, qui ont été critiqués d'ailleurs dans 100%. On a eu Microbot, on a eu Zaid 2, on a eu Revolver 360, on a eu Fast Striker également. Et donc en fait, on s'aperçoit que la scène indé, donc autant le shoot'em up sort plus spécialement en boîte, autant la scène indé et tout ce qui est jeu téléchargeable, les plateformes de téléchargement, on voit en fait une sorte de résurgence du shoot'em up avec des gens qui se réaccaparent un petit peu le genre et qui proposent soit une vision un petit peu alternative du genre ou carrément de nouveaux gameplays qui se mettent en place. Donc par exemple on avait Revolver 360 qui est très intéressant, c'est un jeu XNA donc qui coûte 2€, qui a été fait sans doute par une ou deux personnes et en fait là on est comme dans un tube et donc on peut tourner en fait tout l'environnement autour de soi. Donc par exemple qu'on a un rideau de balles qui arrive, donc qui prend tout l'espace de l'écran. Si on tourne un petit peu, le rideau de balles devient juste une ligne et comme ça on peut passer à travers, etc. Zaid 2 reprend le concept qui est un peu très Ubisoft avec les Prince of Persia du rewind. Donc du coup on fait un petit rewind, on garde l'écho du précédent vaisseau, donc qui continue à détruire une ligne d'ennemis, tandis qu'on redirige le vaisseau pour en détruire une deuxième et ainsi scorer. Donc il y a plein de petits systèmes de jeu qui se mettent en place et donc c'est intéressant parce que on se demande pourquoi en fait les jeunes développeurs indépendants en fait aiment autant le shoot. Est-ce que vous voyez une explication? Peut-être qu'ils sont de notre génération, donc ils connaissent ces jeux-là de l'époque. Peut-être que c'est facile à faire. Enfin, on ne peut pas dire qu'un jeu est facile à faire. C'est comme la plateforme. Il y a deux genres qui apparaissent vraiment. C'est la plateforme, le shoot, et c'est vrai que c'est nos référents, comme tu le dis. Et donc du coup, c'est un vrai plaisir de refaire un petit peu un jeu qu'on a adoré. Ouais, et c'est des mécaniques. Faire un shoot dans une vie, je pense. Quand tu es créateur de jeu, tu as envie de le. Complètement. J'imagine. C'est le passage obligé. Mais c'est vrai que ça peut paraître facile à faire, mais faire un bon shoot, en fait, c'est vraiment pas évident. Après, ça dépend des gens. Déjà, il y a des gens qui sont très à cheval sur l'aspect graphique. Là, la plupart des jeux que tu as cités, des jeux indépendants, ont des univers graphiques très épurés, limite fil de fer, des fois. Il y a des gens qui s'appelaient pas du tout, et c'est vrai qu'un bon vieux Dodonpachi avec des bons pixel art et de la musique qui tâche, ça fait plaisir aussi. Après, en fait, sur ces jeux-là, ils mettent l'accent donc sur le gameplay, comme tu disais, et ils essayent de trouver des nouvelles idées, véritablement. Là-dessus, ils sont assez forts. Des fois, ça marche très bien, des fois, ça marche moins bien. Tous les shoots qui sortent en téléchargement, là, ne sont pas forcément exceptionnels. Il faut vraiment faire le tri. Complètement. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a quelques bonnes surprises, et ça fait plutôt plaisir. Je pense qu'on peut aussi dire que les idées, les nouveaux concepts dans le shoot'em up, c'est pas seulement maintenant, on l'oublie, mais quand R-Type est arrivé, puis qu'on avait un truc à contrôler qui se collait au vaisseau, carrément. Personne n'a... Enfin si, on peut dire que Last Resort a refait un peu la même chose. Mais ça, c'était une méga nouveauté. Quand Ikaluga est arrivé, puis qu'on pouvait passer du blanc au noir pour... vous connaissez le concept, mais je rappelle brièvement, quand on est en noir, les boulettes noires nous redonnent de l'énergie, il faut éviter les blanches, et on peut pas semblant quand on veut, et là c'est l'inverse, c'est les boulettes blanches qui deviennent les copines, et les noires qui deviennent mortelles. Et ça c'est génial. Plus les vaisseaux qui ont aussi des codes couleurs, et quand on a le tir blanc, on leur fait plus de mal s'ils sont noirs, etc. Et là personne ne l'a refait depuis non plus, je crois. S'il y a un truc qui ressemble un peu à... Il y a eu un shoot indépendant, il y a eu Xseed 2 il me semble, mais c'était un doujin japonais, donc peu connu. Et peut-être qu'on peut trouver d'autres exemples dans l'histoire du shoot'em up, de shoots qu'on trouvait des idées vraiment originales. Il y avait, comment ça s'appelle, Border Down, qui avait un système de niveau. C'est-à-dire que selon la manière dont tu jouais,
tu baissais de ranking, donc d'abord tu voles en dessous, à l'air libre, puis après si t'es moins bon, on te met dans le tunnel, puis c'est de plus en plus dur en fait. C'est un jeu un peu vicieux, plus t'es mauvais, plus c'est dur. Ouais, véritablement, ouais. Et il y en a pas mal les jeux. Enfin après il y a des trucs incroyables comme Bangayo. Il y a Senko no Rondo, un shoot 'em up de baston. Donc ça, c'est des mecs qui ont fait un shoot 'em up de baston, c'est 2 vaisseaux, on joue à 2 quoi, et on se tire l'un sur l'autre, et quand t'as suffisamment d'énergie, tu te transformes en boss, puis tu fais le boss de l'autre qui essaie d'esquiver, voilà. Sur quoi ça sur Arcade et Dreamcast peut-être. Et il y a eu des adaptations, même 360. Ah oui, voilà, t'as raison, 360, on avait fait la critique au tout début, c'était Radigo qui avait fait la critique. D'accord. Et donc du coup c'est important puisque la 360 c'est un peu devenu au Japon donc la console de shoot 'em up. On sait que Microsoft va peut-être essayer de changer ça, donc avec la sortie de Kinect maintenant, on a les pontes de Microsoft qui disent que la Xbox 360 c'est plus une console de jeu, c'est plus que ça, c'est une console qui s'adresse à toute la famille, et donc du coup ça risque peut-être de changer. Mais pourquoi en fait une console qui est en fait extrêmement marginale au Japon est devenue comme ça la console de référence pour les amateurs de shoot 'em up? C'est une bonne question. Est-ce que peut-être Microsoft est plus gentil avec les développeurs et ils leur font peut-être des conditions plus intéressantes, et en général les créateurs de shoot 'em up sont des petits studios, c'est pas des grosses structures. Peut-être qu'ils disent on n'a peut-être pas les moyens d'aller sur la Wii. Donc c'était une façon d'imposer peut-être on ne sait pas exactement. Moi j'ai pas de réponse non plus, mais peut-être qu'en effet les dirigeants de Microsoft sont plus gentils pour ce genre de petite production. J'ai l'impression le shoot 'em up c'est un peu aujourd'hui en tout cas un genre niche, et donc ça s'est destiné à une console qui est également niche au Japon. Donc tu as l'impression qu'en fait il y a une sorte de et qu'il y a la communauté en fait des amateurs et des créateurs de ce type de jeu en fait cherche à préserver comme ça un certain anonymat presque, de manière peut-être à ce que ça reste au cœur d'une petite communauté qui sait apprécier en fait ce type de jeu. C'est une impression. Je sais pas si c'est ça ou si c'est tout simplement de la survie en fait. Parce que pour moi, le shoot 'em up actuellement, il survit, c'est tout. Il a bien baissé et il remonte pas. Quand on voit les productions donc professionnelles, il n'y a pas grand chose à part Cave qui nous sort peut-être un shoot, et encore, ils sont assez lents en ce moment. Un Deathmatch 2 assez décevant, tout ça. Après, il n'y a vraiment que la scène indépendante au Japon, donc les doujins qui continuent d'être très actifs. Zune continue de nous sortir des Toho toujours aussi excellents. Un peu ce que c'est que les Toho, parce que les Toho, c'est vraiment qu'on entend souvent chez les fans de c'est vraiment un phénomène au Japon. C'est donc un mec, Zune, qui a décidé de faire des jeux. Au début, très peu connu, il codait sur une sorte de PC 88, je sais plus exactement le nom. Et ensuite, il est passé sur PC véritablement Windows, avec son 6e épisode, et là, ça a été le boom. Et donc, c'est un univers... il n'y a que des filles, mais il n'y a surtout pas de fanservice. Vertigo, c'est ça ? Voilà, Vertigo, et c'est donc du Danmaku, qui a l'avantage en plus de proposer différents niveaux de difficulté, ce qui fait qu'un débutant peut vraiment prendre du plaisir. Et franchement, quand on y joue, on se dit que respect Zune de faire ça tout seul, parce que c'est du très très bon boulot, et chaque année il en sort un nouveau, et c'est excellent, et il y a toute une communauté hallucinante autour de ça. Il y a même un événement spécialement pour lui, le Late Aisai. Au Japon, c'est vraiment, on peut qualifier ça de phénomène. Et du coup, ça accueille beaucoup de gens, ce type d'événement au Japon ? Ouais, énormément. Vraiment. C'est impressionnant. Et donc ça participe un peu à la survie du shmup. Il y a beaucoup donc d'autres amateurs qui font des shoot 'em up sur cet univers aussi. Ça fait plaisir, hein. Heureusement qu'ils sont là quelque part, véritablement. Moi je me demande au Japon où sont passés les joueurs de shoot 'em up, parce qu'ils étaient là dans les années 90. On se souvient du succès extraordinaire des caravanes de Hudson. Donc c'était des concours où tous les enfants du pays voulaient absolument y jouer. Ils achetaient le jeu, ils s'entraînaient comme des malades. Ils avaient 5 minutes pour faire le meilleur score. Et le jeu était pensé pour faire... Il y avait plein de bonus cachés. Tu 2 ennemis en même temps, t'as un bonus. Tu l'ennemi si t'es à l'intérieur du rouleau, t'en as un autre. Aussi, ils prenaient en compte en fait la vitesse à laquelle tu tirais. Et donc en fonction, si tu arrivais en fait à détruire un boss en appuyant suffisamment vite, il se passait un truc. Voilà, parce que t'étais ultra rapide, quoi. Et donc ces enfants-là, maintenant ils ont notre génération, ils ont soit la vingtaine, soit plutôt la trentaine, et je pense qu'au Japon ils refusent pas de temps en temps remettre une pièce dans un vieux jeu, un vieux Parodius ou un jeu comme ça, mais peut-être la jeune génération n'a plus envie de jouer à ce genre de jeu pour faire les RPG. On touche un petit point sensible, parce que selon moi, malheureusement, là, donc comme j'ai dit, le shmup est à son niveau le plus bas. Enfin presque, mais de toute façon on reviendra jamais à l'âge d'or des shoot 'em up des années 80-90, parce que les mentalités ont changé. Maintenant, dire à quelqu'un qu'il faut s'entraîner des heures et des heures sur un même stage 1 pour pouvoir espérer voir le stage 2,
Non, malheureusement c'est perdu. Maintenant, on a des autosaves, on a des jeux super scénarisés où on avance et c'est tout. On revient jamais en arrière. Alors que là, il faut véritablement s'entraîner. Et ça, Et du coup, pour vous, qu'est-ce qui fait l'attrait du genre ? Le shoot 'em up. Pourquoi est-ce qu'on aime le shoot 'em up ? Tu peux commencer, je pense que tu vas nous parler de challenge. Moi, c'est un peu différent. Voilà, c'est vraiment le challenge. Au début, quand même, l'adrénaline, véritablement, parce que ça procure de l'adrénaline. Certes, ça dure qu'une demi-heure, mais alors la demi-heure, faut la tenir, parce qu'à chaque frame, on est sur le fil du rasoir, quoi, véritablement. Donc voilà, de l'adrénaline, et ensuite, bien sûr, le challenge d'essayer donc déjà de finir, et ensuite de scorer au milieu de cet amas de boulettes, essayer de mettre en place des stratégies. Donc tout ça mis ensemble fait que franchement, c'est prenant, c'est vraiment prenant. Donc moi, je me souviens d'un énorme plaisir de jouer en arcade aux jeux shoot'em up japonais. Qui sont, je pense on est d'accord, les inventeurs de shoot'em up déjà avec Space Invader, et puis les meilleurs shoot'em up sont japonais. Par exemple, quand tu joues sur Amiga, tu parlais des jeux Amiga, qui étaient très sympas, hein, Blood Money, Menace et tout. Inspiré fortement. Et puis, ils n'avaient pas tout compris du plaisir de shoot'em up. Par exemple, si tu joues à R-Type ou n'importe quel shoot japonais, quand au moment ta balle touche l'ennemi, ton ennemi va clignoter d'une certaine manière, pour que tu comprennes qu'il prend un dégât. Et puis un ennemi qui prend pas de dégâts ne clignotera pas. Dans les jeux occidentaux, aucun ennemi clignote. Tu tires et puis au bout d'un moment, il va disparaître. Ouais. Les Japonais arrivent à faire, déjà, le design de leur vaisseau, la science-fiction japonaise, est agréable. Donc ça me plaisait de voir ces vaisseaux, j'ai trouvé classe, j'avais envie de monter dedans. Ouais. Quand tu tires sur un ennemi, puis qu'il se rapproche, puis que tu as les petits éclats de métal qui commencent à tomber, et puis que tu tapes, comme disait AM, il y a une vraie adrénaline quand t'es en arcade, puis il explose, bam, 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 en plusieurs parties. C'est bien fait, quoi. C'est beau, c'est classe, et c'est jouissif. C'est vraiment un plaisir jouissif. Moi, ce qui me plaît, en fait, déjà, c'était la démonstration graphique. Donc, c'est vrai que les univers de Nemesis, etc., c'est un truc que j'adore. Ensuite, c'est toujours ce côté dans le shoot où tu commences, t'as rien, t'as un armement à zéro. Et en fait, plus tu progresses, plus ton armement se développe. Et lorsque tu te fais toucher, tu reviens à zéro. Donc c'était de pouvoir continuer le plus longtemps possible, genre avec son armement magnifique, et découvrir les nouveaux environnements, les nouveaux boss. Pas tous comme ça, c'est vrai. Kaluga, t'as aucun power-up. Mais Kaluga, c'est pas mes shoots préférés. Le coup de resetter, enfin de recommencer un checkpoint à poil, ça s'est complètement perdu. Hein. Mais il y avait des bons compromis, par exemple, pour tous les shoots, la série des Soldiers, tu t'augmentais en armement, et puis quand tu prenais un dégât, ton armement baissait. À la fin, tu meurs. Un peu comme à la Thunder Force où tu perds de l'arme que tu utilises actuellement. Ça fait bien mal aussi, mais ça va, c'est pas trop punitif. C'est un bon compromis, parce que t'as quand même, t'as pas envie de crever, mais t'étais pas, c'est pas la Gradius, toutes mes options. Il y a un truc que j'adore aussi dans Gradius, c'était le côté les passages secrets. Ouais. Et donc ça, c'est inhérent dans tous les genres de jeux. Tu détruis, il y avait un boss avec plein de petites barres, etc., qu'il fallait éliminer pour ensuite toucher son cœur. Et donc, une fois qu'on avait éliminé les barres, il fallait passer à l'intérieur du boss et paf, on arrivait dans une zone secrète. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Alors, toujours pareil, pourquoi on aime les shoot'em up, moi je me souviens, tu sais, quand j'avais fait donc, ce fameux documentaire de toutes les interviews que j'ai fait, donc j'ai interviewé beaucoup de personnes, et quelque chose qui revenait, c'est les gens expliquaient qu'ils aimaient bien le côté basique et simple du gameplay. Il faut viser et il faut éviter. Il y a deux choses à faire. Et je crois que c'est Miyamoto qui disait ça. Pas besoin de faire des mécaniques très compliquées. Par exemple, imaginons qu'on a un bonhomme qui doit rattraper une pomme qui tombe d'un pommier. Le jeu est très simple. Rajoutons au milieu des pommes des pierres qu'il faut éviter. Et ben voilà, il y a deux éléments ensemble qu'il faut gérer. Et ça y est, le jeu commence à devenir amusant parce qu'il faut gérer les deux. Et le shoot'em up, c'est ça. Il faut éviter et viser en même temps. Et cette simplicité du gameplay fait que c'est toujours agréable d'esquiver et de tirer. Et je crois d'ailleurs, même quand on arrive à un certain niveau, on regarde plus du tout son vaisseau. Tu devines où est ton vaisseau en regardant on louche un petit peu, en effet. On ne le regarde que dans les patterns extrêmement serrés. Voilà, mais c'est vrai qu'on regarde plus. Et comme tu dis, c'est vraiment un juste équilibre entre destruction et esquive, bien que personnellement je préfère l'esquive à la destruction parce que bon, c'est le côté personnel. Hein. Mais ouais, c'est ça. Brièvement, pour terminer cet Extra Life, vous pensez quoi de l'avenir du shoot avec, donc déjà, d'une part, les nouveaux périphériques comme le Kinect, le PS Move, mais également la 3D relief. Donc évidemment, je pense à Child of Eden, par exemple, mais également Kid Icarus sur 3DS. Donc déjà, est-ce que ce type de jeu pour vous, c'est du shoot ? Et ensuite, est-ce que ça va permettre au genre peut-être d'avoir une seconde jeunesse Je pense qu'elle va être très radicale. Peut-être pas d'aventure, mais pour moi, non, quoi. Pour moi,
Quand t'as besoin qu'au moment où le micro-switch s'enfonce, que le vaisseau se déplace... Pas besoin de chichi comme ça, de trucs qui servent à rien. Sincèrement, le gameplay, comme tu disais, il est simple, mais il est efficace. Et pas besoin de rajouter ce genre de choses. Alors toi, tu préfères tapoter ou laisser appuyer? Ah, moi je tapote. C'était un vrai plaisir, ça avec Rez par exemple, je crois que ce sera également présent dans Child of Eden, c'est le côté on tapote, mais on tapote également pour créer de la musique, donc on participe en fait à l'environnement sonore du jeu, et c'est vrai qu'au bout d'un moment on s'aperçoit qu'on tire plus seulement, on fait de la musique, on rythme simplement, et en fait on tapote même quand il n'y a pas d'ennemis à l'écran. Ça, je trouve ça excellent. Alors par rapport à ta question, tu me demandais si ce sont des shoots, donc au Japon, quand tu achètes un Panzer Dragon ou un Rez, c'est le même gameplay, c'est classifié comme shooting game. Même les Virtua Cop sont aussi classifiés comme shooting. Maintenant, je pense que nous, quand on pense shoot 'em up, on pense vraiment à une matrice plus ou moins 2D. Un jeu peut être en 3D ou un peu vu de côté, comme tu sais qu'on s'appelle les Reforce ou même les trucs comme ça. Scrolling frontal comme j'ai oublié le nom. Space Harrier. Voilà, par exemple. Mais oui, il faut, selon moi, il faut pouvoir tirer et esquiver. C'est selon moi les deux. C'est vrai. Conditions. Et dans Panzer Dragon et Rez, on esquive pas ou à peine. On essaie plutôt de dégommer les ennemis. Voilà, on se protège. On peut juste tirer sur les projectiles qui vont nous arriver dessus. Donc pour moi, ça rentre pas tout à fait dans le shoot 'em up. C'est dans la catégorie des shoots, certes, mais le shmup, non. Et par rapport aux nouveaux accessoires, je suis d'accord. Moi non plus, je vois pas. Enfin, Child of Eden, ça va être un trip et tout, mais c'est pas du tout la même expérience que un petit Dodonpachi sur iPhone, par exemple. Voilà, là au moins, on a. Bon, c'est pas pareil que sur l'arcade, mais là, j'ai l'impression que je vois un shoot. Mais j'aime bien aussi Child of Eden, je l'ai essayé et je me suis beaucoup amusé. J'aime bien Rez, mais c'est pas le même délire. Et puis après, oui, Kinect. Mais enfin, un shoot, t'as envie de sentir, tu vois, le truc tac, il faut que ça soit précis, quoi. C'est pas précis, tous ces périphériques. Voilà, dans l'arcade, quand tu charges, tu maintiens appuyé, tu sens le bouton et tu le lâches, et le truc s'en va, voilà, c'est phisique, quoi. Et puis dans un vaisseau spatial, on imagine très bien dans le cockpit des boutons aussi. Pour tirer, donc voilà, c'est le prolongement du cockpit. Voilà, c'est vrai que c'est ça qu'il faut voir. En arcade, on a l'impression d'être dans un cockpit, et quand on est plus jeune, je pense, moi à 13 ans, je me prenais vraiment pour le pilote du comment il s'appelle, le vaisseau d'R-Type R-Type, le R9. Le R9, voilà. J'avais l'impression d'être dans les étoiles et vivre une aventure incroyable avec des monstres qui voulaient me choper, quoi. Bien, merci messieurs. Donc pour résumer, en gros, donc on peut dire que je pense que le shoot, en effet, même si aujourd'hui on voit quand même des jeunes auteurs qui essayent de participer et de faire évoluer ce genre, je pense qu'il y en aura encore beaucoup qui vont arriver via la scène indépendante, tout simplement parce que c'est un genre qui a marqué profondément toute une génération qui aujourd'hui code et a envie de coder ce type de jeu. Ensuite, l'ouverture permise par les nouveaux périphériques et la 3D, moi je pense que ça va donner lieu à des expériences intéressantes qui reprendront peut-être pas forcément les codes de ce qui définit en fait le shoot 'em up tel qu'on l'a connu, mais ça va évoluer dans d'autres directions et je suis curieux quand même de voir celles que les développeurs vont prendre. Donc encore merci de votre participation, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.